avoir un trouble de la déglutition, c'est avoir une difficulté dans finalement n'importe quelle étape, n'importe quelle phase de la déglutition. C'est pas simple du tout, ça met en jeu un nombre important de processus. Et donc finalement on vit tous un vrai miracle quotidien que d'avaler comme on le fait. Avaler de travers, fausse route, derrière ces expressions courantes, se cache en réalité une série de dysfonctionnements aux causes multiples. La déglutition est une mécanique très complexe qui permet aux aliments de suivre le bon chemin dans l'œsophage. Au moment où le réflexe de déglutition se déclenche, il y a deux protections. Il y a, on empêche les choses de remonter dans le nez, donc là il y a un premier clapet qui se fait, il y a des structures musculaires qui se contractent et qui empêchent que les choses remontent dans le nez. Et puis il y a un deuxième clapet, c'est l'épiglotte qui va s'abaisser, qui va protéger les voies aériennes. Il y a les cordes vocales juste en dessous et la trachée et les poumons en dessous, et qui va vraiment se baisser en effet, qui fait comme un petit chapeau au moment de la séquence de déglutition. Il y a une phase, la préparation en bouche, qui peut être plus ou moins longue, mais qui est volontaire. Et ensuite, il y a une phase involontaire qu'on ne peut pas contrôler au niveau de la phase pharyngienne, qui se passe très rapidement et de façon involontaire. Une mécanique préprogrammée que l'on ne contrôle pas et qui, lorsqu'elle se dérègle, s'analyse avec la vidéofluoroscopie, une radio filmée qui permet de suivre en temps réel le trajet des aliments et les fausses routes. Vous allez voir que la partie qui passe ici dans l'œsophage, eh bien, c'est parfait et c'est ce qu'on attend de notre patient. Et qu'il y a malheureusement toute une coulée de liquide qui est passée dans la trachée. C'est une fausse route silencieuse puisque le patient n'a absolument pas réagi à cette fausse route, alors que nous on tousse fortement. Et donc c'est un de nos patients qui ne se rend pas compte qu'il est en train d'avaler de travers régulièrement et qui va faire une pneumonie malheureusement. Deux causes principales sont à l'origine de la dysphagie. La première, d'origine neurologique, c'est le réflexe de déglutition qui est altéré. La deuxième, d'origine mécanique, ce sont les structures des organes qui sont atteintes. La principale population de patients qui vont présenter le symptôme de dysphagie sont des patients qui ont des cancers de la tête et du cou, et chez qui ils peuvent se présenter avec un symptôme de dysphagie, donc de difficulté à avaler, qui peut impliquer plusieurs sous-régions anatomiques. Et dans un deuxième temps, on va devoir aborder la question de dysphagie due au traitement que l'on va proposer pour prendre en charge le cancer ORL. Juan Carlos a été opéré d'un cancer de la langue. Conséquence, Juan Carlos a notamment du mal à avaler les aliments solides, mais aussi les liquides, une qualité de vie diminuée, une gêne quasi permanente et une relative appréhension avant chaque gorgée. Je ne sais pas si on peut parler de peur, mais c'est simplement il y a une impossibilité à le faire, parce que du moment où j'essaye de boire un liquide, au lieu d'aller par la bonne voie, c'est-à-dire par l'œsophage, je vais par la trachée. Donc je ne peux pas respirer, ça rentre dans les poumons. Concernant les solides, j'ai déjà eu des problèmes en essayant de manger du solide parce qu'ils sont restés ici. J'ai dû être intervenu parce que ça ne passe pas. On va essayer de prendre une petite gorgée d'eau, de se mettre tête à droite, couché, de façon à envoyer tout le bol alimentaire du côté droit. Oui, on couche. Ça passe bien. Ça passe bien dans cette position? Ce sont le plus souvent les personnes âgées qui sont les plus concernées par les troubles de la déglutition. Après un AVC ou un traumatisme crânien, de nombreux patients souffrent de dysphagie, une conséquence très pénalisante qui peut durer dans le temps. À l'arrivée de chaque patient, un test de déglutition est réalisé. Je vais vous donner une deuxième gorgée d'eau. C'est vrai qu'il y a un côté aussi de plaisir dans tout ce qui est alimentation, donc ça entraîne aussi souvent des difficultés de type dépression chez les patients qui ont des difficultés à manger, qui perdent du poids et ce qui rend la rééducation encore plus difficile. Ici au HUG, pour chaque patient, une prise en charge personnalisée,
une rééducation fonctionnelle, mais aussi une éducation thérapeutique pour limiter les risques et apprendre à vivre et à manger autrement, un entraînement systématique pour acquérir de nouveaux réflexes. Con la testa ben dritta. Ok. Et prova a dire que. L'entraînement est très important pour la déglutition, pour systématiser le réflexe de déglutition. Il faudrait être le plus droit possible. Là, ça va pour vous? Ergothérapie pour adapter les postures des patients et ainsi limiter le risque de dysphagie. Physiothérapie pour améliorer la respiration au travers d'exercices spécifiques adaptés à chacun. Les patients qui souffrent de troubles de la déglutition sont aussi suivis par les diététiciens des HUG. Objectif, garantir l'équilibre nutritionnel tout en conservant la nouvelle texture des aliments ingérés. Le petit déjeuner, on a vu que ça passait super bien. Par contre, c'est vraiment au niveau des repas principaux, où là, vous avez un petit peu de peine à manger, on va dire, la totalité du repas. Pour les patients qui ont des troubles de déglutition, on doit être présent et les observer par palier. Et petit à petit, avec la progression du patient, la surveillance s'éloigne également. Aujourd'hui, vous allez essayer un repas à la texture normale. Vous avez d'abord commencé par différentes textures. Bon, je dois faire attention aux choses que je mange, de façon que je dois marcher, de façon que je dois avaler tout ça. Ça, c'est une chose complètement nouvelle. Concentrez-vous bien sur ce que vous avez en bouche, en pensant bien à baisser le menton en avant. Aujourd'hui, je mange comme le roi.